protéger les enfants dits en danger. Eh ben garde-le, y a pas de problème. De toute façon, bonne chose parce que c'est un boulet pour tout le monde ce gosse. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Elle a été créée par Maria Montessori au début du XXe siècle. Elle s'est appuyée sur les travaux d'Itard et Seguin, qui étaient, selon lesquels, toute personne est éducable, c'est-à-dire peut apprendre et se sociabiliser. Cette pédagogie elle repose sur trois grands principes: l'autonomie, donner les moyens à l'enfant pour qu'il puisse développer et acquérir le plus d'autonomie possible, aussi bien dans la classe, dans l'école, mais aussi à l'extérieur. Le libre choix d'activité, et enfin le respect du rythme d'apprentissage, c'est très important, je reviens dessus depuis l'implantation. Car le vrai super pouvoir, on va dire, d'une école hors contrat, c'est bien celui de la liberté, celle des élèves, mais aussi celle des enseignants, dans la méthode comme dans les contenus. Donc, il n'y a pas de transgression sans interdiction. Donc bien sûr, on n'a pas dit il n'y a plus aucune interdiction et du coup le problème est réglé. On s'appuie au contraire sur les grands interdits de la société, d'où nous faisons une déclinaison avec les élèves. Les grands interdits, et décliner avec eux, ça devient bien sûr l'interdiction de la violence physique, de la violence verbale et du harcèlement sous toutes ses formes. Et c'est avec eux qu'on met à plat et qu'on réfléchit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, qu'est-ce qui nous gêne ou pas quand on vit ensemble. Et en partant des petits détails. J'aime pas qu'on me postillonne dessus, j'aime pas qu'on m'appelle grosse patate, et bien de là on va en sortir de quels sont les grands interdits que nous mettre en place. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, nous, en tant qu'adultes, de faire figure d'autorité très verticale, et du coup plus horizontale. Et donc on s'appuie du coup sur ce rappel à la loi avec un grand L, constamment, pour construire la vie ensemble dans notre école. Mais en même temps, on essaie de limiter au maximum le nombre de règles. C'est-à-dire que dans ce genre d'école, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de vouvoiement ou de titre honorifique, il n'y a pas de notes et il n'y a pas de récompense non plus. Alors l'absence de punition n'empêche pas la sanction. Donc il n'y a pas de punition de type Coquille ou autre. Mais on essaye la plupart du temps d'inclure les élèves dans la construction des sanctions qu'ils souhaitent voir appliquées dans la classe et dans l'école. Et ainsi, une des sanctions les plus courantes qu'on utilise quand même, c'est celle d'écarter un élève durant un temps donné s'il perturbe par son comportement ou son attitude ou l'activité. C'est l'idée du time-out, la mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun. Ça a été bien mis au goût du jour depuis Caroline Goldman. Un des outils clés de fonctionnement de la pédagogie s'appuie sur la pédagogie institutionnelle, et c'est le conseil de classe coopératif. Chaque classe en fait un. C'est une fois par semaine. Il y a 4 parties. Information. Il y a une partie où c'est proposition. C'est assez important pour le projet de classe de l'année. Et après, les deux autres parties sont les critiques. Partie qu'adorent les élèves. Il y a une absence de notes et de récompenses. Et enfin, les élèves apprennent à s'évaluer eux-mêmes. Ça aussi, c'est plus facile à dire que de mettre en place, mais notre rôle, nous, il consiste en grande partie à leur faire des présentations et à les aider à comprendre leurs erreurs. On va voir la première chose qui est indispensable dans une école, c'est d'avoir un enseignant qui se retrouve tous autour d'un projet d'école. Il faut absolument qu'on a beau être tous très différents par notre personnalité, notre manière de faire. Il doit y avoir une continuité indispensable dans les valeurs éducatives et dans le cadre du vivre ensemble. Le transfert il existe entre les élèves et les enseignants. Et certains élèves d'ailleurs vont avoir des transferts avec d'autres enseignants que leur enseignant principal. Mais il me semble que le vrai lieu du transfert pour ces élèves, c'est bien le transfert justement sur le lieu.
Il y a une petite fille qui vient tous les matins, elle s'appelle Amalia, elle a 2 ans, elle n'est pas dans ma classe. Et tous les matins, elle m'attend, parce qu'elle a vu que je m'occupais des poules et que je suppose ma fille à l'école aussi. Et elle a besoin, tous les matins, c'est très très dur la séparation avec ses parents. Et là, elle attend calmement, et quand elle me voit, elle me prend la main et on va au poulailler. Donc elle ne va pas dans sa classe, la première chose qu'elle fait, c'est prendre sa petite boîte à œufs, on va voir les poules, on papote avec les poules, elle ramasse les œufs, elle les met dans sa boîte, et après elle revient en classe. Et la séparation se fait très bien. Donc le prof peut changer, toujours, mais la règle qui commande, mais c'est toujours la règle qui commande, justement. Et pour ça, il faut que les élèves puissent développer une confiance, une fidélité dans l'adulte et dans l'institution. Le but étant d'offrir aux enfants le moyen d'incarner l'autorité autrement que de manière verticale. L'ego de l'enseignant qui s'énerve quand il voit que l'institution ne fonctionne plus, que les outils qu'il a en place ne fonctionnent plus, et qui redevient une autorité, dans le sens autoritarisme vertical, qui crie et qui met des limites physiques. Et donc on appelle ça des élèves qui usent pour moi le cadre et le corps enseignant. Et de l'autre côté, pour moi, il y a aussi l'ego des parents qui au début adhèrent avec un projet à l'école. Et quand l'enfant, ça se passe pas aussi comme prévu, le libre temps d'apprentissage par exemple, il ne veut plus le respecter. Sur la mode, en tout cas, des écoles Montessori, elle me semble illustrer une des parties de notre sujet, c'est-à-dire l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que le Montessori a l'air d'une école où on valorise le plus l'individuel, en tout cas, où l'individu chez les parents, parce que leur enfant sera pris en compte en tant qu'individu. Et ce curseur entre le tout collectif d'école, par exemple, ça existe dans le monde, où on apprend une seule chose, on n'a pas le droit, tout le monde apprend la même chose, et la chose qu'on apprend n'a pas le droit d'être remise en cause. Et le tout individuel, où chacun fait ce qu'il veut, même plus loin que le Montessori, livre d'enfants de Summerhill, où on atteint les limites. C'est bien cette articulation entre le collectif et l'individuel, qui était rappelée dans une émission de France Culture il n'y a pas longtemps avec Sylvia Lupi, qui me semble sur le point de la limite. Juste rapidement, pour prendre un cas limite, justement, d'un individu hyperscopé, d'un égo hyperscopé, Donald Trump. Lui provient jusqu'où l'ego peut aller. Je me souviens d'une commentatrice en France sur l'élection qu'il a perdue en disant pendant un mandat, les institutions ont bien résisté. Et ce mot d'institution, les institutions ont résisté à Donald Trump, à sa volonté de franchir toutes les limites. Et ce mot d'institution, elle porte bien l'idée du collectif, du mot instituteur qui a disparu, de la pédagogie institutionnelle, et qui est là pour faire la balance entre le tout individuel et le tout collectif, qui sont deux dangers, deux pôles bipolaires, qui portent chacun la limite qu'il ne faudrait pas franchir. Une petite chose, parce que là vous parlez de la singularité, non? Qu'on cherche à travailler à partir de la singularité de l'homme. La différence que je trouve aujourd'hui avec cette limite qu'on ne s'arrête pas de mettre en but, ça veut dire d'un côté c'est bien, c'est poser sa question autour de la limite, ou de la limite. Aujourd'hui, la limite est mise en doute. Et plus que travailler à partir de la singularité de l'élève, surtout à partir de cet idéal que les parents lui font porter l'élève, c'est que l'élève devient l'exception. C'est plus la singularité de l'élève, c'est vraiment mon fils, cet élève, il est exceptionnel, il ne s'applique pas à la règle, il est unique, il est le seul, il est HPI, il est, je ne sais pas combien de choses qui existent. Voilà, TDAH, voilà. Et on peut en parler encore. Histoire de toujours mettre la personne à l'écart de cette chose qui fait société, et normalement c'est l'éducation. Au second tandem. Juste pour réagir à ce qu'a dit aussi Emmanuel par rapport à l'école avec un grand E, ce qui joue aussi, je pense, par exemple, c'est qu'on a fermé les écoles publiques. Complètement. Je veux dire, un parent n'est plus un pion sur l'école publique. On a vu les mieux. Non, mais je ne dis pas que c'est. Encore une fois, Montessori, le droit des parents, je n'avais pas tout là-dessus. Je suis très critique envers les alternatives aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aussi, c'est que vu qu'on a doublé les murs physiquement avec les pirates et plein d'autres situations, on est en train de complètement justement séparer l'institution école avec l'institution de la société, dans le sens où
il n'y a plus d'échange qui se fait. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui sont intéressés à venir dans ce type d'école académique parce qu'ils rentrent encore dans les classes. Le matin, ils peuvent rentrer dans la classe, ils peuvent rentrer dans la classe, ils peuvent parler, ils peuvent s'asseoir avec leur enfant à la table, faire une activité. Voilà. Il y a encore, je pense aussi en France, on n'a pas beaucoup de culture on manque beaucoup de culture par rapport à justement à qu'est-ce que c'est que les pouvoirs différents, que soit l'élection, soit la dictature. Je pense que plus on apprend des manières encore une fois, de gouverner différentes, plus ça va donner aussi dans la société l'acceptation d'une autorité qui viendrait de manière différente. Je pense que... Oui, moi je pense que c'est très important ce que vous dites, hein, c'est qu'effectivement il y a une façon d'enseigner, parce que vous avez employé le mot apprentissage. Bon, c'est une question aussi qui est avec moi depuis très longtemps, cette question-là, la différence entre l'enseignement et l'apprentissage. On n'apprend jamais à personne quelque chose. Jamais. Le sujet, il s'apprend. Il apprend. Ce qu'on crée, c'est une condition nécessaire pour qu'il apprenne. Ce qu'on crée, après, il y a des situations d'enseignement, c'est autre chose, de transmission. D'accord. Vous avez parlé de pédagogie institutionnelle, c'est bien, c'est Fernand Henry, c'est-à-dire le frère de Jean Henry. Il y a eu des courants comme ça qui ont essayé toute la pédagogie coopérative, par exemple. Hein, où là, effectivement, il y a des débats. Hein, tu disais, si on apprend à décider collectivement un certain nombre de choses, on voit bien, et à déléguer peut-être des fonctions à certains, c'est dans la démocratie. C'est l'apprentissage de la démocratie, au fond. Mais c'est plus facile d'être en surplomb, de dire je suis dépositaire de l'autorité, c'est moi que je suis moi, évidemment, c'est moi que je suis moi, c'est moi que je dis, et tu fais ce que je te dis. Ça c'est l'armée. C'est l'armée, ça fonctionne comme ça, avec une certaine efficacité d'ailleurs. Enfin, écoutez, sinon on saurait que si. Bon, oui, d'accord. On va pas aller trop loin, mais c'est cette idée que j'obéis. Je te dis et tu obéis. Bon. Je dis que votre peuple il est vraiment très gentil. Ah oui, merci. Donc on a tous les grands tailles, effectivement. Mais ça, je pense que c'est proscrit dans toutes les écoles, publiques ou privées en contrat, cette idée-là de la transmission. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a les outils, les moyens pour faire autre chose. Moi, j'ai la chance d'avoir des effectifs réduits, avec pas mal d'enfants qui ont des difficultés, mais bon, dans la mix au public, on parle bien des effectifs et on voit bien que quand tu as 32 élèves dans une classe, 3 enfants qui ne parlent pas le français, comment faire pour faire classe et aider aux apprentissages et à la transmission quand... Il y a des solutions. Il y a des solutions. Pédagogie coopérative, des ateliers, etc. Bien sûr, on sait que ça marche. Mais c'est pas facile. C'est inconfortable. C'est inconfortable. C'est pas facile, et c'est aujourd'hui le grand travail qui sont à faire les éducateurs dans le cadre des foyers d'urgence, des NEX et des choses comme ça, où le plus grand travail des éducateurs, c'est pouvoir poser un cadre face à un système qui en même temps fait tout le contraire. Ça veut dire que pour nous, le grand travail, c'est déjà dire à l'enfant, adolescent, jeune adulte, qu'il est son portable. Portable sur lequel nous, en tant qu'éducateurs, on n'en a aucun pouvoir. C'est quelque chose qui nous échappe et franchement, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Il y a des réseaux de vente de drogue, de prostitution, on va dire des choses qu'on ne s'imagine même pas, Snapchat, Instagram, des choses comme ça. Et nous, en tant qu'éducateurs, on n'a pas la main sur ces choses-là. Ça veut dire que la seule solution qui se présente, c'est enlever le portable. Et en même temps qu'on enlève le portable, on voit que 5 minutes après, la personne est partie en fugue et il arrive avec 3 portables. Voilà. Ça veut dire que oui, les solutions, on peut les chercher, mais aujourd'hui, il y a un discours qui s'impose beaucoup plus dur, comme celui du discours capitaliste, qui nous fait la tâche chaque fois plus difficile. J'apprends rien. Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Calme-toi, tout va bien. Ouais, calme-toi. Ça s'est réglé ces problèmes de violence. Écoute, on y travaille. On peut voir aujourd'hui, je ne sais pas plus si dimanche dernier c'était les élections en Argentine. Il y a le nouveau président qui va être président, Javier Milei, non? Il se présente comme un anarcho-libéral. C'est un anarcho-libéral.
anarchiste, anarcho-libéral. Ça veut dire que celui qui veut se présenter à la tête d'un pays, de se présenter comme l'autorité d'un pays, se présente en disant on va faire ça qu'on veut. Je vais vous permettre de faire ça que je veux, je vais casser toutes les limites. Ça veut dire ça qu'il présente dans son cadre électoral, c'est légaliser, même si le violence conjugale parfois comme il dit, c'est la vente privée d'organes, la vente d'enfants, la portée d'armes, la dollarisation de l'Argentine. Ça veut dire qu'aujourd'hui son programme électoral, c'est avec moi, vous allez faire tout ce que vous voulez. C'est l'argent qui commande.